à l'écran l'avertissement sur les risques, puisqu'on va parler. Marc va plutôt nous présenter, bien sûr, la plateforme. Tu vas utiliser ProRetime, hein, je crois, Marc, pour nous présenter tes différentes analyses. Oui, ouais, exactement. Excuse-moi, j'ai fait marcher mon chauffage d'appoint là parce que je crève de froid. Bon, je viens d'enlever ma doudoune pour l'occasion, mais oui, je vais utiliser ProRetime. Ok, bon, IG, voilà, je passe rapidement. L'offre compte titre toujours actuelle chez IG, puisque vous avez la possibilité d'ouvrir un compte titre chez IG en recevant donc un cadeau de 150 € en titre directement sur votre compte titre. Donc, possibilité d'acheter et de vendre sans commission, un peu plus de 6000 actions et 2000 ETF, donc directement à partir de la plateforme, que ce soit l'application mobile ou la plateforme web d'IG. DT Expert, Marc, en deux mots, on C'est connaît. moi. Voilà. Pardon? Je dis, on connaît. En deux mots, c'est très simple d'être expert. Si vous voulez perdre de l'argent, venez nous voir. Ok, bon, c'est bien noté. Donc, DT spécialiste également des recommandations. Je crois que ça fait rire les gens dans le chat. Bah, tu sais, moi, j'aime bien être un peu second degré. Après, dire oui, c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Oui, on fait du bon travail. Après, on n'est pas des magiciens, c'est tout. Mais venez quand même parce qu'on est sympa. On est plus sympa que chez IG, par exemple. Allez, justement, c'est pour ça qu'on fait le webinaire ensemble. C'est pour Bah un oui, peu balancer c'est pour ça. Évidemment, l'ambiance. c'est du second degré. Bon, alors, on va Ouais. vous poser des questions. On va voir ce soir donc 5 sous-jacents. On va parler du gold, du pétrole, le Brent. On va parler d'un indice, le CAC 40. On parlera également d'NVIDIA et du Bitcoin. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, je vous poserai également une question joker, donc un petit sondage joker. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et puis, on va démarrer, Marc. Donc, je vais commencer par publier déjà le premier sondage en ligne. Donc, il vous suffit simplement de cliquer. Hein, si vous êtes, voilà, je vous le mets tout de suite. On lance le sondage. Le gold, vous êtes plutôt haussier, baissier ou neutre? Donc, allez-y, donnez-nous vos avis. Ouh là là, ça y part. Ça y Ça va. s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe. Allez, je vous laisse encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, je termine le sondage. Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu. Donc, haussier à 14%, baissier à 54%. Alors oui, la seule chose qu'on aurait dû, excuse-moi hein, Christophe, qu'on aurait dû préciser dans ton sondage, c'était quand même un tout petit peu l'horizon de temps. Hein, tu vois, on aurait pu, en effet. Parce que je pense hein, que ça aurait changé un peu, j'en sais rien. On va dire que c'est plutôt le sentiment global aujourd'hui par rapport à l'or, par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Donc, vous êtes 14% à être haussier, 54% à être plutôt baissier. Donc, une grande majorité, enfin la majorité, vous êtes baissier sur le gold et 32%, donc un tiers, vous êtes neutre. Allez, je ferme le sondage. Donc, Marc, oui, baissier. Est-ce qu'on est baissier, pas baissier du côté de DT Expert? Et si oui, pourquoi? Comment? Voilà, explique-nous un petit peu également quels sont les outils que tu utilises donc, sur l'analyse. Je te laisse la main sur l'écran. Oui. À toi de partager. Ça marche. Alors, j'ai d'ailleurs dans les commentaires baissier en H4 et H1 et on me dit en effet l'horizon de temps est important à préciser. Alors vas-y, je te laisse. Donc tu vois, j'ai pas lu, mais baissier H4, H1, c'est plutôt court terme. Ok. Alors je vais partager mon écran, je vais vous dire ce que je pense. Évidemment, mais les gens sont suffisamment intelligents pour le savoir. J'ai pas du tout la science infuse. Je vais juste voir ce que moi je vois et ce que je peux dire actuellement. Donc j'ai volontairement effacé tout ce que j'avais sur mes graphiques, quels qu'ils soient. Donc voilà. Donc là j'ai le graphique en daily, d'accord. Je vais le regarder quand même comme je fais tout le temps un peu en weekly et en monthly aussi. Et on va voir pourquoi. Donc voilà, donc là je l'ai en weekly, donc hebdomadaire. Hein. Donc chaque bougie représente une semaine. Et je le regarde après en mensuel, ici. Et évidemment, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et là je l'ai en mensuel. Ok, bon, mensuel, ça ne m'apporte pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on est sur des mouvements de marché beaucoup trop importants. En weekly, bon, j'ai ce que j'avais déjà ici, hein, dont j'avais déjà parlé depuis longtemps, c'est-à-dire
le dépassement de cette forte zone de résistance ici, qui avait engendré une très nette accélération. Bon. On en a déjà parlé dans d'autres webinaires, mais c'est toujours intéressant de le voir. Autrement dit, forte zone de résistance qui a duré plusieurs années, dépassement de cette zone, grosse accélération. Et puis, effectivement, on est arrivé sur un top autour des 5600, 5610, top qu'on n'aurait jamais pensé atteindre quand on est sorti d'ici, quand on était à 2000 et quelques. D'ailleurs, je me souviens, j'avais des trucs, alors à 3000, alors à 4000, alors à 5000, bon, ok. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quels sont les critères qu'on va pouvoir regarder. Alors, quand je dis où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va avoir pas 15 000 options, d'accord? Quand on est dans le marché et qu'on a un mouvement comme ça, on a 2 options. On est dans une tendance haussière, très claire, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le Oui, c'est visuel. C'est visuel, voilà, ça monte. Et on est dans ce qu'on appelle pour l'instant une correction. Voilà, là, on a la tendance haussière, on corrige. À chaque fois qu'on est dans ce genre de cas de figure, les questions qui viennent se poser, c'est est-ce que c'est une correction ou est-ce que c'est éventuellement un retournement de tendance, d'accord? Donc, un retournement de tendance, ça serait qu'on soit arrivé sur un vrai top et que finalement, le gold reparte à la baisse. Marc, je te coupe juste 2 secondes. Donc là, sur ton graphe, on a deux moyennes mobiles et on a également le RSI. Donc, je ne sais pas si ça a une importance pour après, mais pour l'instant, on est plutôt là sur l'observation d'un graphique nu, en quelque sorte. On va voir ça exactement. On va voir ça. Oui, on observe volontairement un graphique nu, comme le sont la plupart de nos spectateurs aujourd'hui, tellement ils ont chaud, mais ça les regarde. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que cette correction peut avoir encore beaucoup de marge et puis pourquoi est-ce qu'on peut avoir un risque de retournement baissier de plus long terme? Et on va essayer de voir ce que le graphique nous donne. Là, pour le coup, parce que bon, on avait dit que le webinaire, c'était votre sentiment par rapport à l'analyse technique. Alors, ce n'est pas du tout un duel. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire, ah oui, moi j'ai raison, vous avez tort. Je vais donner juste mon sentiment. Et pour donner mon sentiment, je vais essayer de regarder 2-3 petites choses qui, moi, techniquement, vont éventuellement pouvoir m'intéresser. La première, c'est que je sais déjà que je suis dans une correction, évidemment. Je suis dans une correction majeure. Une correction majeure, bon, il y a certains, j'ai vu, qui ont suivi mes formations, etc. en Elliott. Une correction majeure, c'est-à-dire que je vais regarder les proportions, c'est important, des corrections que j'ai pu avoir, et je vois bien que cette correction-là, en proportion, elle n'a rien à voir avec toutes ces corrections que j'avais jusqu'ici, etc. Donc, on est en train de corriger un mouvement de long terme. Ça, c'est une évidence. La question, c'est jusqu'où peut aller cette correction? Quels sont les éléments qu'on a éventuellement pour pouvoir répondre à cette question? Et bien, on va essayer de regarder ensemble. Évidemment, on va très rapidement voir qu'on a ici une espèce de zone de résistance, voilà, depuis le début de la correction. Voilà, bon, c'est pas compliqué. Moi, je rappelle toujours qu'en analyse technique, c'est pas les choses les plus simples qui sont les moins efficaces. Faut pas penser que si j'ai pas une tasse avec Lance, ça veut dire que ça va être OK. Donc là, on a ça, déjà, dans un premier temps. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, OK, si je regarde vraiment mon graphique et que je vais être honnête par rapport à ce que je viens de dire, par rapport aux proportions, si tu veux, Christophe, ça veut dire que pour moi, la hausse qui s'est arrêtée ici, avant d'entamer une correction, elle a démarré ici. D'accord? Pourquoi? Parce que de là à là, je vois que j'ai aucune correction qui peuvent être proportionnelles à celle-là. Donc, ma vague de hausse, la dernière vague de hausse sur mon grand cycle, elle est ici. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir plusieurs indicateurs potentiels. Donc, c'est quoi? C'est voir où j'en suis là tout de suite. Est-ce que je pourrais éventuellement, je dis bien éventuellement, avoir quelque chose qui ressemblerait soit à un drapeau, soit éventuellement à un triangle. Bon, c'est trop tôt pour le savoir, ou à une quelconque forme de correction. Je vais déjà regarder. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement, je ne dis pas fiable, mais les gens qui me connaissent savent que je ne m'arrête jamais uniquement à ça. Mais je vais quand même être intéressé de voir où est-ce que j'en suis, par exemple, à des retracements de Fibonacci. D'accord? Donc, on a des retracements de Fibonacci clés qui sont les suivants. Donc, en gros, sur Fibo, on a un retracement qui est celui que j'appelle de validation, c'est-à-dire qu'il faut passer les 23,6% de la vague que tu vas étudier pour estimer que ta vague est terminée. D'accord?
Donc, ce n'est pas un objectif, c'est ce qu'on appelle une première résistance ou un premier support clé. Là, en l'occurrence, c'est un premier support clé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu passes sous ce support, ça veut dire que tu as entamé une correction suffisamment importante pour que le mouvement précédent ait été terminé. Donc, en gros, ça valide le fait que le mouvement qui a démarré ici sur la flèche verte a bien été terminé sur la flèche rouge. Après, je regarde mes niveaux de Fibo que j'ai en retracement et je vois que j'en ai parmi les principaux qui sont là. Okay. Alors, ça veut dire quoi parmi les principaux? Parmi les principaux, ça veut dire que on est censé, si tu veux, corriger dans cette zone-là, entre les 38 et les 61. Le souci, c'est que là, on est à 4085 et là, on est à 3145. Donc, on appelle la golden zone, je crois. Hein. On a quand même une marge de manœuvre qui est quand même assez importante. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai comme élément? Là, j'arrive sur les 38,2, mais je suis quand même en train un petit peu de les enfoncer. Pourtant, là, je vois que je m'étais arrêté pile dessus. Donc ici, on aurait pu croire que, tu vois, c'était la fin de la correction. Parce qu'on avait à la fois les 38,2 et la moyenne mobile. Bon. Cette moyenne mobile-là, d'accord? Donc, il y a deux moyennes mobiles ici, hein, 100, 200. La moyenne mobile à 100, elle était intéressante parce qu'elle a bien soutenu la hausse et effectivement, elle a fini par être enfoncée. Ce qui a validé en même temps que les 23,6 l'hypothèse de correction. Moi, il y a deux, trois choses que je regarde. À court terme, c'est compliqué de se prononcer, mais à plus moyen long terme, moi, je resterai haussier. Bon. Il y a quand même autre chose. Hein. Tu sais que moi, j'aime bien le RSI, c'est le seul indicateur que j'aime bien, et je le backtest. Le backtest, ça veut dire que je regarde dans ces zones de survente et de surachat, et j'essaye de voir est-ce que je peux m'y fier. On voit bien que dans la hausse qui va de là à là, les zones de surachat n'avaient quasiment aucune incidence véritable. Il ne faut pas oublier que le RSI, c'est un indicateur borné, c'est ce qu'on appelle un oscillateur. Comme il est borné, par définition, il ne peut pas être en hausse continue. Donc, quand il se trouve face à un sous-jacent qui, lui, est en hausse continue, à un moment ou à un autre, les zones de surachat, voire les divergences, ne vont plus avoir vraiment d'importance. Bon. Maintenant, si je regarde, en revanche, les zones de survente, d'accord, et ce qu'on appelle les zones de survente, c'est, on va dire, quand on passe en dessous de la zone de survente. On voit quand même qui est à 30 hein, sur le RSI. Pardon? La zone sous les 30. Voilà, la zone qui passe sous les 30, donc en rouge foncé. Bon. Je ne dis pas du tout que c'est suffisant. Okay, mais moi, ce que je fais, c'est que je fais mon analyse. C'est-à-dire, je cherche les forces en présence. Je dis qu'est-ce qui joue pour, qu'est-ce qui joue contre, et quelle pourrait être mon analyse immédiate. Je vois quand même qu'en général, quand j'ai atteint les zones de survente, quand je les ai atteintes, quand je les ai enfoncées plus précisément, je vois quand même, tu vois, que ici, à 3 reprises, bon, là, c'était un peu moins flagrant parce qu'on a eu un délai avant de repartir jusqu'ici, mais pour autant, ça a quand même été des moments qui ont indiqué qu'une hausse potentielle, une reprise potentielle allait pouvoir avoir lieu. Bon. Est-ce que c'est suffisant pour se dire que la correction est terminée? Certainement pas. D'accord? Donc, ceux qui ont été baissiers à court terme, je ne pense pas qu'ils aient pour l'instant complètement tort. Ce n'est pas un graphique très, très sexy. Je pense qu'on peut effectivement continuer de descendre. Est-ce qu'on va aller jusqu'ici, vers le bas d'un drapeau? L'hypothèse d'un triangle semble déjà un petit peu terminée parce qu'on a enfoncé ce niveau-là, qui aurait pu être un support. Bon, et on n'a pas de vrai overlap avant ici. Donc, vraisemblablement, l'or pourrait effectivement être baissier, peut-être jusqu'au maximum des 50% ici, à savoir qu'on est quand même autour des 3006. Donc, ça veut dire qu'il y aurait encore $400 à perdre sur l'once. Donc, ça veut dire hein, pour résumer, qu'on a encore un potentiel baissier plutôt à court terme, avec quand même la zone à surveiller, les 50% de retracement sur Fibo, qui pourrait donc nous donner un relan, enfin en tout cas donc, autrement dit, là, si moi je devais me prononcer tout de suite, mon scénario, ça serait un retour vers les 3006, et puis à partir de cette zone-là, bien surveiller ce qui se passe. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on sent que cette zone craque vraiment, là, le risque baissier sera plus important. Peut-être qu'on ira jusqu'au dernier retracement de Fibonacci. En revanche, si on voit que cette zone tient, ici, donc on parle de celle-là, et qu'on commence à avoir un rebond à partir de cette zone, on pourra envisager de se dire, tiens, la correction est peut-être terminée. Okay, cette zone-là correspond donc à notre ratio de Fibo. Elle va certainement correspondre à ce qu'on appelle des projections ici, des vagues de baisse
consécutives. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en weekly qu'elle va correspondre à peu près à la moyenne mobile ici, d'accord, à 100. Et en même temps, si on projette un peu le RSI, le temps d'arriver vers les 3006, je pense que notre RSI aura le temps d'arriver en zone de survente. Ouais, donc, on Donc, a une tous ces confluence éléments, des événements, en effet. oui, alors tous ces éléments combinés font que, dans l'immédiat, je pense que ceux qui sont baissiers à court terme, donc je serais plutôt d'accord avec eux. Sur le plus long terme, je pense qu'on va atteindre une zone et qui va devenir très intéressante parce que si on a raison sur le fait qu'on soit sur une correction qui va donc donner suite, comme toute correction, à une reprise, bah, on va avoir un potentiel derrière qui va être très intéressant. De toute façon, sur les 3006, si on rebondit, on n'est pas obligé de jouer la reprise haussière de long terme. Hein. On peut déjà jouer une nouvelle vague de hausse dans un rebond, ce qui sera déjà très largement intéressant. Mais si à un moment, on a des indications qui nous disent la correction est terminée, bah, tu te doutes bien que si on part des 3006 et qu'on va repartir sur des plus hauts, bah, ça veut dire qu'on a au bas mot plus de $2000 à prendre sur l'once. Écoute, c'était très clair pour ce premier exemple. Vous avez vu que Marc utilise au final très peu d'indicateurs et d'outils, hein, juste comme ça en observation du graphique, avec là, en effet, un Fibo, quelques tracés et le RSI. Oui. Ce que je te propose, Marc, oui. Ouais, non, juste à préciser par rapport à ce que tu dis que ça dépend des graphiques. Hein. Ici, quand tu es dans un contexte comme ça, pourquoi tu n'as pas grand-chose? Parce que tu as une hausse énorme, d'accord, dans laquelle, vu son intensité, tu n'as pas vraiment grand-chose entre. Tu ne vas pas avoir un vrai overlap. Et donc là, tu es simplement en train de corriger une forte hausse. Donc les indicateurs que tu as, à moins qu'il y ait eu vraiment des niveaux ici clés, des gros gaps, des trucs comme ça, ce qui n'est pas le cas, bah, on a fait ce qu'il fallait, en tout cas pour moi, en termes de vision de court terme. Voilà. Ok. Je te propose de passer au suivant, parce qu'on va essayer de tenir les délais. Oui, parce que là, on est... D'ailleurs, avant de proposer le sondage, éventuellement, ce qui serait intéressant, c'est de mettre à l'écran le graphique du Brent. D'accord. Et puis, qu'on puisse se donner déjà un aperçu sur le graphique. Ah oui, tu veux dire avant de proposer le sondage. Alors, ce que je vais Oui, faire, voilà. c'est que je vais faire la même chose. C'est-à-dire que pour pas orienter un peu les gens, je vais supprimer tout ce que j'ai sur mes graphiques. Il ne faudra surtout pas qu'à la fin, j'oublie de ne pas enregistrer. Voilà. Et donc là, je vais mettre le Brent en daily, par exemple. Voilà. Allez. Et là, on est sur le Brent en daily. Voilà, donc le pétrole Brent, bon, avec en effet pas mal de volatilité, on voit hein, sur le graphique, notamment par rapport au conflit en Iran, le détroit d'Ormuz et tout ce qui suit. Alors, je vous mets le sondage à l'écran. N'hésitez pas, bien sûr, à le compléter juste en un clic. Donc, je vous le mets. Voilà, c'est parti. Allez, le pétrole Brent, vous êtes plutôt haussier, baissier ou neutre? J'aime bien, c'est très, très interactif. Hein. Merci à toutes celles et ceux qui Oui, parce répondent. qu'il y en a pas mal. De toute façon, il n'y a aucun. Oui, il n'y a Il y a aucun rien à enjeu. perdre Hein. à voter. Hein. On peut avoir raison, on peut avoir tort, peu On peut importe. être neutre si on ne sait pas trop. Hein. Allez, je termine le sondage. Je vous l'affiche à l'écran. Donc, du côté du Brent, vous êtes 13% haussier, 51% baissier et 36% neutre. C'est amusant parce qu'on a quasiment les mêmes résultats que sur le gold. On a une grande majorité qui se détache baissier. Alors, Marc, je te redonne la main. Ouais. Je ferme le Enfin, on a sondage. une Donc grande là, majorité. on a une tendance baissière. Alors, oui, alors on a une tendance baissière. Donc là, on va, de la même façon, on va étudier plusieurs petites choses pour essayer de se donner un aperçu technique. Il faut savoir deux choses que je vais montrer d'assez intéressantes. C'est que là, on est, comme tu l'as dit, c'était le conflit, donc c'était la situation géopolitique qui drivait les cours du pétrole. On ne va pas se mentir, en gros, en fonction des news qu'on avait, en fonction de ce que Donald Trump voulait annoncer, on pouvait avoir un yo-yo dans un sens ou dans l'autre. OK. Là, c'est évident quand on regarde le graphique comme ça tout de suite, on voit qu'on est quand même dans une phase de fragilité évidente, c'est-à-dire qu'on voit maintenant le pétrole qui est passé de 112 à 74 en l'espace de même pas un mois. Okay. Donc, je regarde la vision daily, je vais jeter un œil. Ah, pourtant, je croyais avoir bien tout supprimé.
Vous voulez Voilà. supprimer d'autres indicateurs? Non, non, je vais juste mettre une vision week. Tu sais, je regarde toujours un peu Ouais. daily, weekly pour voir s'il n'y a pas des indicateurs dans un sens ou dans l'autre qui viennent soit se contredire, soit se confirmer. Par exemple, tu peux regarder un RSI weekly, un RSI daily pour voir est-ce qu'ils vont dans le même sens, est-ce qu'il y en a un qui dit c'est plutôt haussier, l'autre qui dit c'est plutôt baissier. Tu peux parfois aussi sur des graphiques de plus long, enfin pas long terme, mais sur des unités de temps supérieures, avoir parfois une vision un peu plus je vais dire un peu plus clair, un peu plus de long terme. Voilà. Et maintenant, on va regarder deux choses. Bon, on va revenir sur le graphique daily pour être un tout petit peu plus précis et on va regarder deux choses avant de se prononcer sur le haussier, baissier, etc. Ce qu'on va regarder, c'est d'intéressant, c'était alors. Donc là, un tracé. Oui, alors on va tracer, Trace oui, une on va droite. tracer des zones de résistance. Alors en fait, je vais te dire ce qui était intéressant à ce niveau-là. Euh, et hop, ici. Voilà. Alors, ce qui avait été intéressant, c'était que, alors je ne me souviens plus, attends, laisse-moi regarder rapidement si c'était pas plutôt là que je l'avais noté. Bon, ça revient quasiment au même, je pense. Donc, ce qui avait été intéressant, c'est la chose suivante, c'est qu'en fait, si je regardais mon RSI, en fait, j'avais des zones, d'accord, de résistance qui commençaient à être des zones plus ou moins intéressantes. Okay, et j'ai eu des indications, d'accord, sur mon RSI qui pouvaient commencer à me donner une impression de reprise haussière, d'accord. Et cette impression de reprise haussière, elle était notamment par le dépassement de cette droite qui a coïncidé avec le retour de ce qu'on appelle nous le territoire positif, d'accord. Donc ton RSI, si tu veux, il est borné entre 0 et 100. On a une zone de surachat qui est au-dessus des 30, une zone de survente qui est au-dessus des 70, une zone de survente qui est en dessous des 30, et on a la borne de neutralité sur les 50. Le territoire positif, c'est quand on est au-dessus des 50, entre les 50 et les 70, voilà, sur tout ce qui est vert clair. Le territoire négatif, lui, il est lorsqu'on est entre les 50 et les 30, ce qui est plutôt en rouge clair. Bon. On était repassé en territoire positif. Et en fait, ce qui avait été intéressant, c'est de voir que finalement, je ne saurais plus te dire où exactement, mais on avait une indication d'accélération haussière qui avait été donnée par un élément technique avant, d'accord, d'avoir eu le déclenchement de la guerre Compris, ouais. qui avait lieu un week-end, un samedi, je crois, au Moyen-Orient. Bon. Donc déjà, ce qui était intéressant, parce que des gens me disent oui, mais est-ce que voilà, comment est-ce que le technique peut induire toutes ces choses-là. Comment est-ce que le technique peut induire, je sais pas, une situation géopolitique, un Covid. Bon, alors je ne vais pas dire que le technique va prévoir une guerre au Moyen-Orient, va prévoir un Covid. Non, mais parfois, il y a des indications techniques fortes d'une hausse et on ne sait pas pourquoi cette hausse va avoir lieu finalement. On ne sait pas qu'il va y avoir une guerre. Mais en général, quand tu as des mouvements significatifs, la plupart du temps, ils ont une corrélation fondamentale. Et on ne va pas, nous, à chaque fois, se dire ah, bah là, ça va monter parce que c'est fondamental. Nous, en technique, on va se dire ça va monter parce que c'est technique. Bon, maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui autre indication technique intéressante, c'est que tu vois, on évolue un petit peu ici à partir du moment où on est arrivé, voilà, je veux dire, dans une sorte d'accalmie un petit peu, où on avait de temps en temps, ah ben non, ça va reprendre, ah ben non, ça va se calmer, ah ben non, ça va reprendre, ah ben non, non, ça va vraiment se calmer. Bon, on était dans une espèce de boîte, d'accord, à l'intérieur de laquelle on oscillait un petit peu entre, allez, on va dire, grosso modo, entre les 120 et ici, à part là, avec une petite mèche, hein, mais la clôture était là, entre les 120 et 90 pendant un moment. Et puis, nous, on a une autre indication technique ici, c'est-à-dire qu'on est sorti de cette boîte, on en est sorti clairement. Hein. Tu te souviens, on avait fait une fois un webinaire et les gens me disaient quand est-ce qu'on estime qu'on est sorti et qu'on n'est plus sur ce qu'on appelle une morsure. Parce que certaines personnes pourraient nous dire oui, bah ok, mais pourquoi on n'est pas sorti ici en fait. Bon. Bah, si tu regardes, alors certains vont dire oui, vous faites ça quand ça vous arrange. Non, je ne fais pas ça quand ça m'arrange. Je fais ça parce que c'est mon boulot. Bon, après, parfois ça m'arrange, c'est vrai. Mais là, on a ici, tu vois, la clôture de la bougie en question, elle est là, elle n'est pas ici. D'accord. Ça nous permet d'envisager ça un peu plus comme une morsure. Il faut savoir aussi que certaines personnes regardent les cours uniquement en clôture.
Bon, moi, je regarde toutes les mèches, qu'on appelle open, high, low, close. Mais la clôture ici était encore sur le niveau. Ici, là, je vois que ma clôture, qui pourtant a la même amplitude en termes de morsure, en revanche, elle est largement en dehors de ma boîte. C'est ce signal qui a engendré un signal baissier. Et on voit que ce signal technique, en fait, c'est-à-dire la sortie de la boîte, a effectivement, pour l'instant, offert un potentiel de baisse sur le pétrole qui était assez conséquent. Où est-ce qu'on en est là tout de suite? Je pense que pour moi, alors c'est pas exactement comme sur l'or, parce que sur l'or, on est pour moi dans une grosse correction qui va arriver à un terme, peut-être encore un peu plus bas, comme on l'a dit, autour des 3006, je crois, mais qui va donner suite à une reprise haussière. Moi, sur l'or, c'est ce que je vois. Le pétrole, c'est très erratique. C'est un des sous-jacents les plus erratiques parce qu'il répond à énormément de données fondamentales différentes qui peuvent être au niveau des banques centrales, qui peuvent être justement au niveau de la situation géopolitique, qui peuvent être au niveau des décisions de l'OPEP, etc., etc. Là, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment une cassure ici qui a engendré un potentiel de baisse. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce potentiel de baisse? Qu'est-ce qu'on peut avoir qui pourrait nous indiquer qu'il n'est pas terminé, il est terminé, et comment envisager? Bon. Eh bien, on a quelques éléments, qui peuvent être un peu contradictoires. Ici, par exemple, en soi, on a tout de suite deux éléments contradictoires. On a quoi? On a un RSI qui, lui, est passé en territoire négatif et qui est ce qu'on appelle mal orienté, c'est-à-dire qu'il est orienté vers le bas. Ça, c'est pas très bon signe. On arrive pour autant sur ce qu'on appelle ici une zone de support en pullback. Et cette zone de support en pullback, elle est assez nette parce qu'on voit bien qu'on a eu sur cette droite quand même de nombreux points de résistance, d'accord, que la cassure de cette droite a engendré une véritable accélération et que là, on est en train de revenir au niveau de cette droite. Ça va être une première zone de test. Pour moi, c'est une première zone de test. Si cette droite est enfoncée, avec la tête du RSI, je pense effectivement qu'il va falloir s'attendre à davantage de baisse sur les cours du pétrole. À partir de ce moment-là, on ne va pas chercher midi à 14h, hein, on ne va pas se fatiguer et on va regarder, comme je dis, hein, parfois tu as des choses simples. Le dernier support, il était où? Le dernier fort support, il était là, hein, d'accord. La dernière zone qui a vraiment tenu le pétrole, elle était ici, autour des 58-73 exactement. Bon. Donc pour moi, ici, à court terme, en gros, ma vision technique, c'est si je passe au-dessous de ça, voilà, que je viens tombe le gap et que je passe réellement tout ça après une petite morsure, j'ai de fortes chances ou de gros risques, en fonction de ce qui m'arrange, de revenir sur ce support. C'est quand même pas négligeable, puisqu'on est aujourd'hui à 73 et qu'on ira à 58. Maintenant, si cette droite tient et que je commence à avoir un rebond à partir de cette droite, bon, je vais être un peu plus prudent sur mon véritable biais baissier. Cette droite-là, ici, Alors, Marc, je suis désolé de te couper. A priori, il y a un problème avec le micro de ton côté. Il y a cette gens qui vont dire, mais toi, tu m'entends? Oui, moi je t'entends, mais en effet, j'ai une sorte de son métallique. On me dit qu'il y a un problème, comme un problème métallique. Est-ce que tu peux éventuellement, oui, voilà, les gens me disent dans le chat, les gens confirment également, les participants. Est-ce que tu peux éventuellement désactiver et réactiver ton micro sur la petite roue crantée en haut à droite? Dans la partie microphone et choisir un autre micro. Puisque j'avais mis le casque également. Est-ce que là, oui, là, parfait. c'est mieux? Oui, parfait. Ok. Oui, bah, je sais, c'est de ma faute. Mais c'était comme ça depuis le début? Pas du tout. Non, non. Ça a commencé il y a 2-3 minutes. D'accord, ok, parfait. Oui, c'est bon. Tout le monde me dit aussi maintenant que le son est nickel. Parfait. Merci pour vos interactions dans le chat. Merci à tous. Alors, ok, donc là, voilà, là on en est au même point. Donc là, je suis sur du daily, j'ai le même pullback ici. Bon, le daily, lui, sur le RSI, il me donne une indication qui pourrait éventuellement être plus positive que celle que j'avais sur le weekly. Donc là, si tu veux, les forces en présence, elles sont où? On a quand même cette droite qui, pour moi, va être le premier niveau à surveiller. Ici, on pourrait envisager un rebond. Sur le weekly, on pourrait plutôt envisager une cassure. Mais là, on est à ce que j'appelle moi un peu à la croisée des chemins tout de suite dans l'immédiat. Donc, on va dire autour des 73, d'accord. On va avoir un niveau clé qu'il va falloir surveiller. Si on enfonce vraiment ce niveau, c'est-à-dire qu'on va combler le gap et redescendre en dessous du gap et casser le pullback de cette droite, oui, je pense moi, en tout cas, pour moi,
le biais sera baissier et je viserai un premier objectif ici. Je dis un premier objectif, c'est-à-dire que pour moi, si je casse ici, j'ai selon moi en probabilité, de fortes probabilités de revenir sur ce niveau. Ce qui est quand même pas anodin. C'est-à-dire se positionner à la baisse serait intéressant et on le fera très certainement via, par exemple, un turbo put ou une barrière, machin, etc. OK. Maintenant, si jamais on rebondit sur ce niveau et qu'on commence, et je dis bien qu'on rebondit, hein, pas que juste on teste, donc on rebondit, c'est-à-dire qu'on n'enfonce pas ce niveau et on va dire qu'on passe au-dessus des, au-dessus des 76, voilà, nettement au-dessous des 76, entre 76 et 77. Là, on pourra envisager non pas une reprise haussière, mais en tout cas un rebond technique qui pourrait commencer à devenir intéressant, puisqu'on viendrait corriger en fait la baisse qu'on a eue ici. Donc là, finalement, c'est bien qu'on ait regardé ce sous-jacent aujourd'hui, parce que pour moi, on est ici, voilà, dans la zone un peu clé. Oui, Voilà. on est vraiment à la croisée des chemins, là, donc c'est à Voilà, surveiller. ouais. Soit on part en effet baissier, un petit peu donc dans la pensée de la majorité qu'on avait tout à l'heure donc sur le sondage. Mais en effet, ça pourrait aussi, là, sur ce niveau, rebondir et repartir à la hausse. Malgré tout, on pourrait quand même, par rapport à ça, militer plutôt pour la baisse si cette En fait, droite est cassée. ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'on est, quand on est à la croisée des chemins, avec des niveaux comme ça qui sont quand même assez, qui me semblent assez intéressants, c'est qu'on va avoir très rapidement un verdict qui va nous permettre d'intervenir. On n'est pas, pour moi, là, dans une zone où on va se dire, bon, bah, allez, on va un peu stagner, il ne va pas se passer grand-chose tout de suite. Pour moi, soit on va vraiment avoir une accélération baissière en passant sous ce niveau, ce qui pourrait correspondre à une véritable accalmie géopolitique, bon, en tout cas du côté d'Ormuz, soit alors on rebondit dessus, et là, on pourrait avoir à nouveau un rebond technique. Ok. Bah écoute, super, c'était très clair, malgré ce petit souci là de quelques minutes Oui, je suis désolé. sur le son, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Merci en tout cas à nouveau à tout le monde de l'avoir signalé dans le chat. Marc, il nous reste 25 minutes, il nous reste 3 sous-jacents à voir. On va parler accélérer. du CAC 40. Alors, je vais remettre là aussi le sondage à l'écran. Éventuellement, tu veux peut-être partager avant le graphique du CAC? Il est là. Juste pour avoir un visuel. Voilà. Là, on est en. Là, je suis en daily. Je peux en te le daily. mettre en weekly, mais je pense que le daily, c'est déjà pas mal. OK. En weekly, on est là. Bon, on a volontairement choisi un indice qui, alors je ne vais pas dire qui sort un peu de l'ordinaire parce que ça reste quand même l'indice domestique, même si aujourd'hui on sait que la grande majorité des clients vont plutôt aller sur des indices comme le DAX, sur le Nasdaq également. Mais on s'est dit, tiens, pourquoi pas prendre l'indice français, puisque de toute façon, on parlera juste après de Nvidia, donc une grosse valeur US. Donc allez, je vous lance le sondage. Je vous le mets à l'écran. Donc, comme tout à l'heure, voilà, l'indice CAC 40, vous êtes plutôt haussier, baissier ou neutre? Alors, on a déjà une tendance qui se dégage, un peu moins marquée que tout à l'heure. Ah, c'est quand même assez serré là. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Je termine le sondage. Je vous partage les résultats. Donc, à 43%, vous êtes haussier, donc une majorité, mais on n'est pas au-dessus des 50%. 34% baissier, un tiers baissier, et donc 23% neutre. Donc, la majorité nous dit haussier. Marc, qu'est-ce que tu nous dis de ton côté sur la lecture de ce graphique et par rapport aux outils techniques? Alors déjà, avant la lecture du graphique, je remarque que les sondages sont intéressants. Bon, j'ai quand même, je sais que quand on fait des webinaires, etc., j'ai vu quelques personnes que je connaissais, donc je pense que des gens qui viennent ici ont quand même un minimum de connaissances sur le marché, et les résultats des sondages sont assez parlants. Là, le résultat du sondage du CAC, il est assez parlant. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un avis qui est pas du tout tranché, d'accord? Et ça signifie déjà quelque chose. Ça signifie qu'on n'a pas quelque chose de très clair pour l'instant à voir sur cet indice. Donc, on va essayer de voir, pareil, les forces en présence. Qu'est-ce qui pourrait nous dire, ah, attention, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui pourrait nous dire, ah, finalement, si, ça peut être intéressant, et voir si on rejoint. Alors, vas-y, éclaire notre lanterne.
alors oui, et je vais accélérer un peu ce que tu m'as dit que bon. Évidemment, encore une fois, ça n'engage que moi. Et si jamais je suis neutre, hein, parce que moi aussi je peux voter comme dans le sondage, bah, moi ça m'arrive de regarder des graphiques et d'être neutre. Hein. Mon objectif, c'est pas de dire à chaque fois haussier baissier. Sur le pétrole, j'aurais tendance à être un peu neutre pour l'instant, tant que j'ai pas un peu plus de confiance. Bon, le CAC. Qu'est-ce qu'on a sur le CAC qui peut être intéressant dans un sens comme dans l'autre? Déjà, la vision de long terme, très vite, sur ce qu'on peut voir, et notamment par exemple sur le RSI. Bon, en daily, on a un RSI qui est en territoire positif. Okay, c'est tout ce qu'on peut voir. Il n'est pas super bien orienté, il n'est pas non plus très proche de sa zone de neutralité. Bon, c'est un signal qui n'est pas extraordinaire, mais qui peut quand même plaider un petit peu pour la hausse. Si je regarde après en weekly, bon, bah là, j'ai également un RSI qui est en territoire positif, sauf que cette fois, il est un peu mieux orienté que sur le daily. Bon, je n'ai pas grand-chose d'autre de ce côté-là sur les indicateurs. Maintenant, je vais regarder mon graphique lui-même et je vais essayer d'envisager les choses qui peuvent m'intéresser. Qu'est-ce qui peut m'intéresser? Bon, bah moi, je suis un Elliotiste, donc il y a déjà des choses en Elliott qui vont m'intéresser. Et il y a des petits éléments qui viennent, pour moi, plaider plutôt pour la hausse. Donc, je vais encore aller dans le sens de la majorité du sondage, même si cette majorité était nettement moins tranchée. Alors, quels sont les petits éléments, moi, tout de suite, Tu n'as qui pas de vont me faire personnalité au plaider? final. Hein. Tu fais comme tout Pardon? le monde. Je dis, tu n'as pas de personnalité au final. Tu fais comme tout Ah le bah monde. oui, bah ça c'est bien connu. Tu sais, moi je suis le vent. Bah la prochaine fois, il faudrait, tu sais quoi, la prochaine fois, il faudrait que je vote en secret aussi. Comme ça, on Ok. verra. Mais tu sais très bien que si j'ai envie de dire quelque chose Bien sûr. d'inverse, bon. Non, Moi c'était j'ai juste pour déjà la ça. blague. J'ai déjà ça qui me plaît. Oui, t'inquiète pas. J'ai déjà ça qui me plaît en termes d'indication haussière parce que voilà, j'avais une petite zone de résistance. Ce qui me plaît, c'est que je l'ai dépassé en gap ici, donc avec un petit potentiel d'accélération. Pour l'instant, je suis toujours au-dessus. D'accord. Après, j'ai ici, hein, tu fais les choses que j'aime bien, moi. Bon, je vais le mettre d'une autre couleur. J'ai mon petit overlap ici, hein, pour l'instant, qui tient. Hein, c'est-à-dire que j'ai cette zone-là, ici, de résistance, okay, qui, pour l'instant, peut jouer le rôle de support. Donc, ça me donne déjà deux petites indications qui seraient plutôt haussières. Attention, hein, quand je dis haussière là, je ne suis pas surexcité sur du long terme. Hein, d'accord. Là, je regarde sur une jambe de hausse qui pourrait, par exemple, nous ramener sur le plus haut historique, hein, autour des 8600, des 8650. On n'irait pas Okay. rechercher le gap, justement, ouvert, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été refermé, là, ce gap. Ce gap ici, là, sur lequel Ouais. on est, ouais, Ouais. bah en fait, on est. Alors, si j'efface les zones qu'on a ici, on n'est pas très loin de l'avoir cherché, hein, parce que ton gap, toi, si tu le regardes ici, moi, je le regarde aussi un petit peu ici. Ok, ok. On n'est pas loin de l'avoir comblé. De toute façon, ça va rester une zone clé à surveiller, un peu comme celle qu'on avait sur le pétrole. C'est sûr que si on passe vraiment en dessous de ce niveau, là, on va commencer à pouvoir se poser des questions. Dans l'autre sens. Maintenant, il y a autre chose aussi. Bon, ça pour ça, il faut avoir suivi un petit peu Elliott. C'est que moi, j'ai Elliott qui me dit que ici, j'ai une vague de hausse, d'accord, qui est assez nette. Après, j'ai ce que j'appelle une correction en ABC. Donc, les corrections en ABC sont typiques de correction. Alors, correction, qui dit correction, dit après reprise haussière. Et en général, dans ce cas de figure, j'ai deux choses. J'ai comme pour obtenir des objectifs, j'ai ce que j'appelle mon swing move, c'est-à-dire que je vais reporter grosso modo la première jambe de hausse que j'ai ici au point bas que j'avais là. Donc, ce swing move-là, il me donne quand même un potentiel de hausse assez intéressant. Attention, je suis sur une échelle logarithmique. Maintenant, j'ai autre chose aussi, c'est que à partir de là, moi, Elliott me dit qu'en général, mes hausses, elles ont lieu soit comme ici en un temps, soit après en 5 temps, etc., etc. Bon, je ne vais pas refaire un cours d'Elliott ici. Je sais qu'il y a des gens qui ont suivi mes cours d'Elliott. Donc ici, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que si je repars de mon dernier point bas, pour l'instant, j'ai du 1, 2, 3, d'accord? Il va me manquer du 4, 5. Normalement, techniquement, c'est ce que moi, j'ai envie d'envisager. Pourquoi? Parce que déjà, là, je suis sur un bel overlap sur ma vague 4, c'est-à-dire que je vois que le haut de ma vague 1 est pour l'instant en train de soutenir le marché, que j'ai effectivement dépassé cette droite-là, ce qui vient conforter un petit peu ce sentiment haussier, et que là, j'avais une hausse nette avec une ABC très nette. Ça me donne pour moi techniquement un certain nombre d'éléments différents qui viendraient me faire plaider pour la hausse. Là où je vais tout de suite mettre pas un bémol au niveau de mon pas un bémol au niveau de mon scénario préféré, mais au niveau de mon potentiel, d'accord? Parce qu'encore une fois, je ne vais pas faire un cours en Elliott maintenant tout de suite,
Mais si je suis en Elliott ici, c'est que j'ai une vague 1 qui est là et j'ai déjà une vague 3 qui est là. Donc, j'ai une vague 3 qui n'est pas très puissante par rapport à ma vague 1. En général, ça signifie que ma vague 5 ne va pas être très puissante non plus. Donc, vraisemblablement, techniquement, en tenant compte de tous les éléments que j'ai pris ici, je pense que, a priori, j'ai des chances de revenir sur mes plus hauts historiques. Voilà. Après, chaque chose en son temps. Hein. Déjà, si on revient jusqu'ici. Donc, moi, pour l'instant, je resterai haussier sur le CAC avec un objectif ici. Où est-ce que je vais mettre mon niveau, ce que j'appelle mon niveau de stop? Comme tu l'as dit, au niveau du gap. Et si vraiment j'enfonce le niveau du gap autour des 8000, disons pour arrondir, au-dessous des 8220, quelque chose comme ça, là, je serai beaucoup plus prudent parce que je pourrais envisager une correction beaucoup plus importante. Et cette cassure du gap engendrera vraisemblablement plus ou moins un retour du RSI en territoire négatif, ce qui viendra corroborer un signal plutôt baissier. Voilà. Okay. Donc moi, aujourd'hui, pour l'instant, je suis plutôt haussier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à être dans des zones d'achat à court terme qui sont, si j'ai raison, hein, bien sûr, hein, qui sont plutôt pas mal parce qu'on est pile en train de finir la correction. On est en train de revenir sur l'overlap gap ici. Donc, avec un petit rebond là qu'on a eu aujourd'hui, bon, pas extraordinaire, mais en termes de risk-reward, là, on est bon. Hein. D'ailleurs, je me demande si demain, il n'y a pas des petites chances que j'en sais rien encore, mais à voir. Donc voilà, mon avis va dans le sens des 43%. Je suis tout à fait d'accord avec la vision qui est moins claire que ce qu'on avait sur les deux précédents sous-jacents. Quoique moi, sur le pétrole, n'était pas très clair non plus de mon point de vue. Mais voilà, bon, il y a certaines personnes qui savent aussi que je fais un tableau cohérence CAC toutes les semaines, c'est-à-dire que je regarde toutes les valeurs du CAC pondérées et j'essaye de voir mon sentiment sur chaque valeur, ce qui me permet au final d'avoir un sentiment sur l'indice lui-même. Et ces derniers temps, j'ai un sentiment qui est plutôt haussier, mais cette semaine, le sentiment de hausse a été plus faible qu'il pouvait l'être la semaine précédente. Voilà, j'ai fini. Pardon. Ok, donc pour clôturer, haussier aussi donc sur le gap, comme donc la majorité tout à l'heure qui s'est exprimée. D'ailleurs, il y avait un commentaire, c'était le double bottom plaide en faveur du haussier. Commentaire de Fred dans le chat. On passe à l'avant-dernier. On parle de Nvidia. C'est l'avant-dernier sur Nvidia. Ah oui, parce qu'après, c'est une surprise, c'est ça? Je sais plus. Non, le dernier, c'est Bitcoin. Non, c'est juste, c'est juste le dernier sondage qui sera une surprise après Bitcoin. Allons sur… Ok, d'accord. Je ne sais pas ce que tu m'as préparé. Nvidia. Surprise. Oui, oui. Ok. Allez, parti. On repart de neutre. Voilà. Et on va regarder Nvidia. Alors, Nvidia. Il nous reste 16 minutes, Marc. Donc, on va faire vite. Donc, je mets pour avant le sondage de notre Nvidia. graphique. Donc, ici, je suis en weekly. Tendance très haussière. Ok, ici je suis en weekly et là je vais remontrer le graphique en daily et je vais attendre de voir ce que nos chers participants vont me dire. Et évidemment, comme tu sais que je suis un suiveur, je vais aller dans ce sens. On va voir. Allez-y. Essayez de donner tort ou raison à Marc, en tout cas en vous exprimant. Ah, c'est marrant, parce qu'on avait commencé avec une écrasante majorité, et là, on commence… Ça s'est un tout petit peu, effectivement… ça s'est même pas mal resserré. Bon, malgré tout, il y a quand même une tendance majoritaire qui sort. Donc, je vous publie le sondage. Je partage les résultats. Donc, vous êtes 51% à dire haussier, tendance haussière, 35% baissier et 14% neutre. Donc, Marc, on a une tendance générale haussière du côté donc, de nos spectateurs ce soir, de nos participants. Alors, tu vois, quelle est la tendance? Pour le coup, je ne vais pas, tu vois, comme quoi, hein, tu dis que je suis sueur. Pour le coup, là, je ne vais pas forcément aller dans le sens des haussiers. Encore une fois, attention. Et démontre-nous le pourquoi du comment. De ce qu'on a vu. Ah non, mais je ne vais rien démontrer, moi. Je vais juste donner mon avis et l'expliquer. Je ne fais pas de démonstration. Chacun pourra avoir sa propre démonstration. Quand je dis démontrer, c'est juste étayer ton avis au travers des outils techniques. Je vais donc l'étayer. Mais encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure depuis le début, c'est toi qui m'as dit et on avait posé la question et on a eu des réponses dans le chat. On est quand même là sur un webinaire où on n'est pas sur du long terme, d'accord? On va être sur du court, voire moyen terme. Alors, du trading, en quelque sorte. Nvidia, quand on avait, toi et moi, décidé ensemble de la prendre, Christophe, tu te souviens, tu m'avais dit, Nvidia, c'est une valeur quand même phare qui intéresse pas mal de monde. Moi, je t'ai dit, on va jouer le jeu parce que techniquement, quand je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, c'est pas super excitant, mais pourquoi pas.
quels sont je vais toujours faire ce que je fais, c'est-à-dire les points positifs, les points négatifs, pourquoi, comment, etc. Bon, moi, la première chose que je regarde ici, voilà, c'est que je suis sur une valeur à fort potentiel de hausse. D'accord? Je suis sur une valeur, et les gens le savent, qui explose et qui a explosé ces derniers temps. Très bien. Ce que je vois en revanche, c'est que ma tendance, mon momentum haussier, si tu veux, il est en train de faiblir un petit peu. Hein, tu vois? C'est-à-dire qu'en gros, si tu suis un petit peu les plus hauts de ma théorie d'eau, tu vois bien que jusqu'ici, ils étaient quand même très nets. À partir de là, c'est-à-dire qu'à partir de juin 2024, donc depuis 2 ans, très exactement, on voit que le momentum haussier a quand même pris un petit coup. On latéralise. Voilà. Alors, latéraliser, on ne va pas aller jusque-là, parce que quand même, on était à 136, on est quand même revenu à 197, mais on voit bien qu'on n'est pas dans le même momentum qu'on avait ici entre 2022 et 2024. Bon, ça, c'est une première chose qui appelle un peu à la prudence. La deuxième, elle est au niveau du RSI ici, parce que le RSI est passé en territoire négatif et il a fait un pullback ici, c'est-à-dire que après une tentative de repasser en territoire positif, il s'est fait arrêter par la borne de neutralité et il est à nouveau orienté à la baisse. C'est à nouveau un signe qui, pour moi, n'est pas extraordinaire à court terme. Bon. Le dernier signal que j'ai négatif, c'est que moi, j'aime bien les overlaps, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir un plus haut, je vais voir si, une fois qu'on passe au-dessus de ce plus haut, si ce plus haut soit vient jouer le rôle de support, soit n'est pas enfoncé, en fait. Hein. D'accord? C'est mes niveaux successifs qui vont à chaque fois me dire, ok, je dépasse une zone, tant que je ne repasse pas sous cette zone, etc. etc. Là, Marc, je t'interromps juste 2 secondes. Ouais. J'ai une question. Enfin, c'est une question, c'est Ouais, plutôt une affirmation. On me dit que c'est une échelle logarithmique. oui, C'est tout à fait. trompeur à l'œil. Absolument. La personne qui dit ça a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, si je passe en échelle linéaire parce que je suis sur NVIDIA, ce mouvement-là, qui a l'air, je vais essayer de le faire comme la dernière fois, ce mouvement-là qui a l'air très… alors, hop, propriété du graphique, je pense que c'est là. Quadrillage et échelle. OK. Mais je vais répondre à cette personne qui a fait une remarque très juste, je ne sais pas Pertinente. qui c'est. Voilà, pertinente. Lionel. Après, ça veut dire que les autres ne le sont pas. Voilà, donc je vais passer sur une échelle linéaire. D'accord? Donc sur une échelle linéaire, c'est moins flagrant parce que tu vois que. Mais d'abord, ça reste quand même, ça va quand même dans le même sens, un petit peu. C'est-à-dire que malgré tout, de là à là, on le voit même à travers les flèches, c'était quand même un peu plus. Brutal. Plus marqué. Un peu plus intense plutôt que brutal que de là à là. Mais ça reste effectivement sur une échelle linéaire, ça reste un peu moins impressionnant. Si tu veux que je te montre un truc encore plus flagrant, on verra quand on sera sur le Bitcoin, si on a le temps. Mais 2 choses. Moi, d'abord, je regarde, par expérience, je regarde toujours les échelles logarithmiques. Je n'aurai pas forcément le temps d'expliquer pourquoi, mais on va surtout dire que c'est de la… Voilà. J'allais dire c'est du métier. Bon. Mais j'ai rien contre les gens qui regardent l'échelle linéaire. Mais tu verras que parfois, des échelles linéaires deviennent complètement illisibles, qu'en termes de tracé, de droite, de canaux, etc., les échelles logarithmiques sont beaucoup plus intéressantes. Et finalement, le principe du log, il n'a pas été mis en place uniquement pour un effet visuel. D'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, on peut aussi se fier à du logarithmique, à ce que le logarithmique va nous donner comme impression. Et je pense que sur le Bitcoin, on va pouvoir s'en rendre compte encore davantage. Alors donc, justement, si on revient sur Nvidia, ouais. pourquoi tu n'es pas d'accord? Et je réponds juste à une question, est-ce que c'est SpaceX la surprise? Non, c'est pas SpaceX la surprise à la fin. Non, parce que j'ai dit pour inciter les gens, tu me connais, hein, j'ai dit que vous alliez offrir une action SpaceX à tous les participants. Je suis gentil, j'aurais pu dire une action Berkshire Hathaway. Hein. Ok, alors là, ou un Bitcoin. Mais c'est Marc, c'est toi qui finances, hein, je rappelle. Bien sûr. Bon, vas-y, il suffit de m'envoyer le RIB. Bon, là, ici, tu vois, mon overlap aussi, il a été bien enfoncé. Donc, tous ces éléments, voilà, viennent pour moi plaider plutôt, je dis bien plutôt, parce que je vais pas te dire que là, si tu veux me demander mon sentiment haussier, autant parfois sur certaines valeurs, je vais dire oui, là, quand même, tu vois, sur le CAC, j'aurais pu te dire, allez, j'ai peut-être du 60-70%. Là, je vais être à 55, plutôt baissier que haussier. 55-60. Bon. Le seul niveau qu'il faudra enfoncer pour confirmer, c'est ce niveau-là, ici, voilà, qui est peut-être
mon dernier niveau d'overlap à court terme. C'est-à-dire que là, j'ai une petite résistance qui est venue jouer le rôle de support. Donc, effectivement, si je passe vraiment sous les 194, je pense que la confirmation de ma correction pourrait avoir lieu. Voilà. OK. Donc là aussi, niveau à surveiller. Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant, mais en revanche… Il n'y a rien d'alarmant. Hein, il y a rien d'alarmant. Je ne suis pas en Ouais. train de te dire que j'envoie Nvidia à la cave. Je suis juste en train de te dire que je pense que la correction actuelle pourrait durer un petit peu plus longtemps. C'est tout. OK, super. Merci Marc pour cet avis Compris. éclairé. On passe au dernier, donc le Bitcoin, Ah, le fameux, celui qui fait beaucoup couler d'encre. le Est-ce que ça va fameux. remonter? Est-ce que ça Ouais. va… Alors, est-ce qu'on peut le mettre à l'écran? Alors, Parce qu'on attends, parle, d'abord, on parle beaucoup là de la période, enfin du cycle. On arrive a priori sur la fin d'un cycle, là, courant juin, il me semble. Selon les grandes théories, on devrait repartir à la hausse. Donc, si moi je devais voter, je voterais à la hausse. d'accord. Donc là, Alors, on est sur une échelle. là, On est sur alors attention, le là, je suis sur weekly. le graphique weekly, d'accord. Je vais laisser les gens voter et après, on va parler. Et là, je vais mettre Ok. le graphique daily. Alors vas-y, le Et daily. je vais aller dans le sens de, je ne sais pas qui, hein, je suis désolé parce que moi, je suis concentré sur mes graphiques. Donc, je ne sais Je pas qui vais, m'avait parlé d'échelle tout à l'heure, mais je on vais va mettre également regarder ça. Bon, là, l'échelle je vais quand même. logarithmique. Attends, je vais mettre le Quand même. sondage. Voilà, OK. Hop. Allez, je lance le sondage. Sur le Bitcoin, vous êtes plutôt haussier, baissier ou neutre? Ah. Mhm. Mhm. Allez, je mets fin au sondage. Voilà, terminé le sondage. Merci en tout cas d'être toujours aussi réactif. Allez, je stoppe et je vous partage les résultats. Alors, étonnant, vous êtes 59%, quasiment 60%, hein, à indiquer que le Bitcoin est plutôt, enfin, que vous avez plutôt un avis baissier sur le Bitcoin, 24% haussier et 16% neutre. Alors, Marc, toi, quel est ton avis étayé, bien sûr, avec ton expertise et tes outils? Alors, je vais vous donner mon avis avec mes expériences et mes outils. Maintenant, je vais juste rapidement, pour faire comprendre à ceux qui voudraient comprendre ce que L'échelle logarithmique. voilà, voilà, sur l'échelle logarithmique. Le Bitcoin, c'est une des valeurs, sinon la valeur la plus volatile possible. Hein, d'accord. On voit ici qu'on était à 0,003, c'est là qu'il fallait en acheter, et qu'on est arrivé ici jusqu'à 100 000. Donc tu te doutes bien que l'échelle là logarithmique, elle est extrêmement trompeuse parce que un écart ici, tu vas passer de 0,3 à 1, qui va être le même écart pour passer de 300 ici à 1000, qui va être le même pour passer de 10 000 à 30 000. Bon. Donc ici, juste pour voir, pour montrer, parce que si tu veux, ici, tu as l'impression, quand je regarde comme ça, que tu vas avoir des corrections qui peuvent être relativement, identiques, si tu veux, d'accord. C'est-à-dire que tu vas avoir l'impression d'avoir des amplitudes de correction qui sont… Là, on est d'accord, on est sur du logarithmique. Hein. On est sur du logarithmique et là, je vais faire le petit tour de magie, c'est-à-dire que je vais passer sous vos yeux ébahis, je vais passer en… Sur voilà, l'échelle classique. voilà, attention. Là, par contre, la différence est quand même un peu plus violente. Allez, tu comptes jusqu'à 3 avec moi, Christophe. 1, Allez, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 3. Hop. Donc là, tu vois que quand je passe en linéaire, Waouh. je ne suis plus du tout Ouais. dans la même optique. Voilà, hop, je te refais le tour de magie dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on n'a pas du tout la même vision quand on est en log ou en linéaire. C'est intéressant, forcément. C'est trompeur aussi d'être. Du coup, on a l'impression que c'est trompeur d'être en log. Pourquoi? Parce qu'en log, on n'a pas l'impression, par exemple, que la correction qu'on est en train de vivre ici, tu vois, soit aussi profonde que ce qu'on voit quand on est en linéaire. Parce que en linéaire, c'est la correction la plus profonde en termes d'amplitude. Oui, elle est même violente, la correction. Hein. Ah bah, c'est la plus violente. Hein. En termes d'amplitude, c'est la plus violente. Maintenant, ce qui est intéressant, justement, c'est que nous, on va regarder en log et que on va se rendre compte que ce n'est pas forcément les corrections les plus violentes en linéaire qui vont avoir une indication plus importante sur l'évolution du graphique. Alors Maintenant, justement, ouais, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça va baisser? Est-ce que tu es d'accord avec la majorité? bah, je vais te dire, oui, moi, j'aurais tendance à être effectivement plutôt baissier. D'accord. Maintenant, on va voir quelles vont être les indications qu'on va pouvoir avoir pour se dire oui, d'accord, je suis d'accord avec ce sentiment haussier, je suis d'accord avec ce sentiment baissier, etc. Et,
et voir ensuite, attends, juste j'étais en train de… voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais repartir sur mon daily et je vais essayer de voir sur mon daily qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce qui va pouvoir me donner des indications dans un sens ou dans l'autre. Je vais juste fermer ma fenêtre. En attendant, je rappelle juste à nos auditeurs Ouais. ce soir qu'on a lancé un service de négociation sur les crypto-monnaies en cold wallet. Ça veut dire que vous pouvez négocier, vous pouvez avoir un portefeuille de crypto-monnaies sans effet de levier. Alors bien sûr, vous pouvez acheter des fractions et les frais sont de 0,5%. Donc les frais, je pense, les plus bas du marché aujourd'hui sur la négociation en crypto. Ça va, vous pouvez le faire également en CFD avec du levier, mais là, le levier est relativement faible du fait de la volatilité. Et là, vous avez un effet de levier qui est de 2. La différence avec le portefeuille en cold wallet, c'est que vous ne pouvez pas faire de vente à découvert. Donc, vous pouvez faire que de l'achat. Voilà, il y a à peu près 25 cryptos disponibles sur le compte crypto chez IG. Voilà, je ferme juste la parenthèse. Je te redonne la parole, Marc. Ok. Alors, donc on va regarder le Bitcoin et on va voir ce qu'on peut voir sur le Bitcoin en général. Donc, quand je dis en général, c'est rapidement sur une vision weekly et après, on va s'intéresser au daily. Donc ici, je suis sur le weekly et on avait remarqué sur nos weekly qu'on avait ce qu'on appelait, nous, des… attends, 2017, c'était là. Okay. On avait parfois des boîtes successives qui nous permettaient à chaque fois d'envisager des reprises de mouvement sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, où on en est là aujourd'hui? Il y a un niveau sur lequel on est en train de tester, qui est autour des 60 000, qui était un des niveaux phares que le marché était en train de surveiller. On n'est pas encore passé en dessous, mais on commence à faiblir un petit peu. Par acquis de conscience, je vais juste jeter un œil à la dernière vague de hausse en termes de retracement de Fibo. D'accord? Et là, je vois qu'en retracement de Fibo, j'arrive sur ma dernière limite. Donc ici, je suis sur les 60. Tu sais, à chaque fois, je te donnais un niveau clé à surveiller. Là, et ça fait un moment que j'en parle dans mes analyses et notamment dans mon weekly review, c'est-à-dire ce que je publie toutes les semaines, les 60, c'est le niveau pour l'instant à surveiller. Maintenant, en daily, on a quelque chose qui va être un tout petit peu plus moche. D'accord? On va regarder qu'est-ce qu'on a de plus moche en daily. Et pour ça, on va s'intéresser à la phase corrective à l'intérieur de laquelle on se trouve. Cette phase corrective, elle va nous montrer plusieurs petites indications qui ne sont pas forcément très, entre guillemets, excitantes. C'est quoi? On part du point haut qu'on avait ici et on s'intéresse à la correction à l'intérieur de laquelle on se trouve. On voit que cette correction, elle fait quoi? Cette correction, elle est en train d'alterner des vagues de baisse avec ce que j'appelle parfois des tentatives de reprise. Donc finalement, ces tentatives de reprise s'avèrent être, puisque c'est des tentatives de reprise, elles finissent par être des rebonds techniques. C'est-à-dire que là, on n'a pas réussi à reprendre la hausse. À nouveau, ici, on a eu un rebond technique un peu plus important. On n'a pas non plus réussi à reprendre notre trend haussier. Bon. Maintenant, on a des petites choses comme ça qui font qu'on alterne des vagues les unes après les autres avec des indications entre-temps. Donc ici, la première indication qu'on avait ici, d'accord, ça pouvait ressembler à une figure de continuation. C'est pas véritablement, parce qu'on va être propre, on va pas baratiner les gens, c'est pas à proprement parler, d'accord, ce qu'on appelle un triangle, ici, mais ça reste une sorte de fanion de continuation. Qui dit fanion de continuation dit que, a priori, si on reporte vraiment le swing move, je ne sais pas ce que me fait mon pro time à chaque fois que je fais des plantations avec toi, mais voilà, bon, on va essayer d'être un peu plus synthétique. Donc le swing move, il est là, c'est-à-dire que je reporte ce qu'on pourrait appeler le mât du drapeau ou le mât du fanion, d'accord, et je vais le dupliquer ici sur le point haut ici du fanion, et je vois que de façon assez précise, on va dire, avec une petite morsure près, la cassure ici donner un objectif qui a été atteint ici, de façon assez précise. Bon, très bien. Donc ça, c'est une première chose qu'on a pu voir. Maintenant, il y a une autre chose qu'on voit ici et qui va être aussi intéressante. Donc, je vais supprimer ça uniquement pour ne pas brouiller les yeux de nos participants. Donc ici, j'avais autre chose là, d'accord, qui va ressembler un petit peu à ça. Voilà, ici. Donc, j'avais cette fois, pour le coup, c'est quelque chose qui ressemble un peu plus à un drapeau. OK. Ça signifie quoi? Alors, c'est un drapeau limite parce qu'il est quand même un peu large, etc. Donc, dans un premier temps, on peut le considérer comme un canal. D'accord? Un drapeau, c'est une forme de canal, sauf que c'est censé être un peu plus condensé et c'est censé être une figure de continuation.
Un canal, ça peut être une figure de continuation ou de retournement. Bon. On est sorti du canal. Alors, très souvent, ce que je dis, très souvent, c'est que quand on est dans un canal haussier, on en sort la plupart du temps à la baisse et vice-versa. Donc, on est sorti du canal. Donc, l'objectif de sortie de canal, il est calculé de la façon suivante. Tu prends la largeur du canal que tu dupliques à la cassure du canal et tu obtiens ton objectif. D'accord? Encore une fois, on a atteint notre objectif. On ne s'est pas arrêté dessus. Hein. Les objectifs techniques, ce sont ce qu'on appelle des objectifs minimaux. Ça veut pas dire qu'on va s'arrêter sur l'objectif, mais ça veut dire qu'on est censé arriver sur ce niveau, ce qui a été le cas ici. Maintenant, si on veut faire attention à ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire le swing move, ça voudrait dire, bon, alors je ne dis pas du tout qu'on en est là, hein, mais ça voudrait dire que notre prochain target potentiel, il va être de la même manière en reportant ici. Bon, ça voudrait dire qu'on va amener le Bitcoin autour des 51. C'est quasiment pas du tout impossible. Hein. Tu vois, là, on était à 98. On dit, bah ouais, on va l'amener à 60. Les gens ont dit, ouais, t'es gentil, tu vas nous faire perdre 38 000. Non. Bon, là, on pourrait d'ailleurs aller psychologiquement jusqu'à 50 000. Ah, non, psychologiquement, si tu veux, on peut aller à 10 000 instants. Bon, alors, voilà. Donc là, ensuite, encore à plus court terme, j'ai encore autre chose. C'est que si je reprends et que je zoome à chaque fois, hein, le principe de mes poupées russes, c'est-à-dire que là, j'ai regardé le grand mouvement ici, tac, tac. Là, si je m'intéresse juste à ce que j'ai là, ce que j'ai à partir de là, là, j'ai autre chose. C'est que j'ai mon premier mouvement de baisse ici, d'accord? J'ai une petite tentative de reprise en rebond et j'ai cassé ma petite oblique de soutien que j'avais là. Je n'ai pas réussi à revenir dessus en pullback. Donc, tous ces éléments-là font que, tu vois, entre le target de reprendre tout ce que j'avais avant l'entrée, qui nous amenait beaucoup plus bas par ici, si ici, je refais le swing move, c'est-à-dire que je prends cette fois la baisse que j'ai de là à là, pareil, et que je vais reporter. Oui, ça peut nous emmener vraiment beaucoup plus, voilà. beaucoup plus bas. bas. Ça nous emmène effectivement sur des points plus bas. Donc, je serais assez d'accord avec les gens qui sont prudents sur le Bitcoin aujourd'hui. Le niveau des 60, on est dessus, d'accord? Donc là, pour moi, c'est le niveau clé. C'est-à-dire que si ce niveau craque, j'aurai très, très, très peu le pourcentage, voilà, de ma tendance baissière s'accentuera nettement. Après, tu sais aussi ce qu'il faut faire parfois. Hein. Le Bitcoin, ça reste le leader de la crypto. Mais après, tu peux t'amuser à regarder les cryptos majeures, les unes après les autres. Et tu vois bien que quand je les regarde les unes après les autres, il n'y en a pas beaucoup, voire aucune, qui vient me contredire ou me faire dire, ah ouais, non, là, quand même, le Dodge, Avalanche, tout ça, ça a l'air d'être… Non, non. Hein, je peux les regarder les unes après les autres. Bon, là, je suis sur les principales. Hein. Il y a je ne sais pas combien de cryptos aujourd'hui dans le monde, hein, 8 000, 10 000, je ne sais pas. Mais sur les principales… Beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop. Bon, ouais, beaucoup trop, mais avec 95% de Ponzi à l'intérieur, ça, on va de pas shitcoin, se mentir. Voilà. Bon, on a Uniswap, qui peut-être a une tête un tout petit peu plus… Bon. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que tu peux avoir des cryptos qui se démarquent parfois par rapport à d'autres. Mais globalement, l'écosystème crypto, il n'a pas une très bonne tête là tout de suite actuellement. Bon, donc, tu restes là aussi du même avis que nos participants ce soir, donc plutôt un sentiment baissier. En tout cas, merci de l'avoir expliqué et démontré également, enfin, en tout cas, d'avoir appuyé ta pensée hein, sur ce sous-jacent au travers donc, de cette démonstration graphique. Plaisir. Donc, on arrive à la fin pardon, du webinaire. Donc, j'espère que ce format vous a plu, hein, le fait de pouvoir participer. Et je vais vous demander donc une dernière participation. Je vais vous poser une question. Voilà, un sondage. Alors, attention, là aussi, je vous invite à y répondre. Il faut que j'arrête le partage ou pas? Tu peux garder comme tu veux. Donc, je lance le sondage. Je vais encore avoir besoin de montrer des graphiques. Votre avis sur les analyses de Marc Daguerre? Je suis totalement d'accord. D'accord, mais pas sur tout. Aucun avis. Ou alors c'était nul de chez nul. Attends. Alors, juste un truc. Attends, t'es où? Je te vois plus. Bon, ça va, regarde, pour l'instant, puisque nous, on voit voilà, attention, hein, il faut savoir que… Ah, tu as dû mettre une deuxième caméra. Il y a un effet Larsen horrible. Coupe ton micro. Ah, c'est mieux, voilà. Allez, je termine le sondage. Pour terminer, donc,
totalement d'accord avec toi, 59%, donc la grande Pas majorité. mal. D'accord, mais pas surtout, 29%. Aucun avis, 12%. Et au final, pas de haters ce soir. Ah, dommage. 0% qui m'ont dit nul de chez nul. Bon, eh ben écoute, tu pourras revenir à Je la ferai pire prochaine la prochaine édition. fois. Il y a toujours cet effet Larsen horrible, l'écho. Coupe le micro ou je sais pas, il y a un truc qui déconne là, c'est toi. Voilà. Euh, Comme je vous disais, en tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Je pense qu'on refera d'autres épisodes sur le même thème. Et puis là, on vous prépare avec Marc pour un prochain webinaire également, quelque chose pour construire un portefeuille entre la partie titre, ETF, mais également entre la partie aussi avec la partie produits à effet de levier. Marc, une fois de plus, merci. Merci Merci à à toutes et à toi. tous d'avoir participé ce soir et d'avoir été actifs et proactifs. Le webinaire sera disponible dès demain en replay sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter cette vidéo, à poser vos questions sous la vidéo sur YouTube. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Je n'ai pas encore le sujet. Comme d'habitude, vous l'aurez soit directement sur la page IG ou recevrez une invitation directement par mail. Marc, à bientôt. À très bientôt, Christophe. Bonne soirée tout Et, le monde. et puis, en effet, merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt. Au revoir.